Tellière. Merci encore. Donc effectivement, je vais vous parler de matières premières employées à la préhistoire et à la protohistoire. On va brosser quelques millénaires. C'est un travail qui est fait à plusieurs. Là, nous sommes une dizaine de chercheurs à travailler sur ces problématiques des matières premières. C'est un travail qui a déjà été en partie présenté lors du colloque de 2017 qui s'était tenu à Ajaccio sur les 20 ans d'archéologie en Corse, colloque organisé par la DRAC. Et donc c'est un petit peu une vue un petit peu différente, mais disons avec des données nouvelles, des données déjà qui ont été présentées. Alors, si on parle des matières premières à la préhistoire, il faut savoir de quoi on parle. En fait, il y a une multitude de matières premières qui sont utilisées. Tout d'abord, en fonction du quotidien, donc des hommes de la préhistoire. Tout d'abord, au niveau des habitations, on va voir que les hommes de la préhistoire vont utiliser des pierres, du bois, de la terre, des végétaux. Pour leur artisanat, ils vont utiliser de l'argile, des roches, également du bois, des os, des végétaux, du verre. Au niveau de leurs vêtements, ça va être des végétaux, de la laine. Pour leurs déplacements, et on verra que les déplacements étaient fréquents, du bois, notamment pour les pirogues, ou même les roues pour le transport un peu plus tard, au fur et à mesure de l'avancement de la préhistoire. Et en fait, ces différentes matières premières en fait, se conservent différemment. Autant il y a des matériaux, on va dire tout ce qui touche d'origine minérale, vont se conserver très bien, très facilement, dans tout type d'environnement. Par contre, toutes ces matières d'origine organique, les végétaux, le bois, les ossements, sont plus capricieux et vont demander à être conservés dans un milieu adapté, un milieu amphibie, avec des pH adaptés, voire la carbonisation. Donc ces différentes contraintes vont faire que on va avoir une conservation différentielle dans le sous-sol. Alors quelle conservation réelle? Alors si on reprend les différents thèmes qui viennent d'être présentés, on se rend compte qu'au niveau des habitations, bien évidemment, on n'aura plus les habitations primitives, mais on va avoir les vestiges de ce qui reste, à savoir les calages de photos, de la terre à bâtir, qui va être conservée parce qu'elle va être cuite par le biais d'un incendie. Si ces habitations ne sont pas incendiées, on ne retrouvera pas ces terres à bâtir, qu'on appelle en préhistoire des torchis. Au niveau de l'artisanat, on peut retrouver des vases entiers, mais c'est relativement rare. On va plutôt trouver des tessons, ces petites choses-là qui ne ressemblent pas à grand-chose, mais qui sont des vestiges, donc des vases cassés. On va retrouver de l'outillage, mais qui va être soit en débris, qui ne va pas être emmanché. Donc il y a aussi tout un travail de réflexion sur comment c'était utilisé. En matière de vêtements, de la même façon, c'est très très rare de trouver des vestiges de tissés. Par contre, il est fréquent de trouver des fusailloles, cet objet-là, qui est destiné en fait à filer de la laine. Et donc lorsqu'on a ce type de vestige archéologique, on peut dire qu'il y avait du filage, mais on va avoir en fait une trace indirecte. Et en matière de déplacement, quelques fragments d'embarcation peuvent être trouvés, mais ça reste quand même quelque chose de très rare, et du moins en Corse, on n'a pas d'informations. Alors, ces différentes matières premières qui vont être retrouvées en contexte archéologique ont donné lieu à plusieurs travaux universitaires, et notamment depuis les années 1980. Alors, en Corse, voilà, je fais une petite liste justement de notre petit collectif de recherche qui est amené à s'étoffer, bien évidemment. Donc, voilà un petit peu la liste des chercheurs avec leurs spécialités. Donc, on va voir un petit peu en revue les différents travaux de ces personnes. Et on voit qu'au niveau des doctorats, on a des doctorats en 2002 et puis dans les années 2010 jusqu'à la soutenance de thèse d'Arthur Leck en début d'année 2022. Alors pourquoi travailler sur les matières premières? C'est vraiment le sens même de ce congrès et la réflexion
réflexion vraiment s'est tournée autour de ça. Les archéologues font des fouilles archéologiques pour comprendre comment les hommes vivaient autrefois. Ça paraît simple, mais je pense que c'est vraiment notre objectif. Donc, comprendre comment les hommes vivaient, donc comprendre le mode de vie. Ce mode de vie, il est complexe, parce qu'on n'a que des bribes d'informations. Donc, il faut comprendre quelles étaient les interactions entre communautés. Ce qui est important aussi, tout à l'heure on parlait des territoires, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et pourquoi pas souffler cette thématique pour le second congrès historique de l'âme. La notion de territoire, elle est vraiment, du moins elle est pertinente dans nos problématiques d'archéologues, puisque le territoire a véritablement constitué l'essence même de la gestion du quotidien. Donc ça fait partie de ces problématiques des matières premières. Et aussi cette notion d'espace qu'on va parcourir et qui est en lien en fait avec l'interaction avec les communautés, notamment pour l'acquisition de ces matières premières. Et si l'on peut, les modes de transport, bon, ce qui est un peu plus difficile. Alors au niveau de la Corse, quelle problématique pour la Corse? En fait, la question est de savoir comment les matières premières étaient gérées, comment elles étaient utilisées au quotidien, donc à la pré-protohistoire. Quels sont les contacts à l'échelle locale, voire beaucoup plus loin au niveau méditerranéen. Alors comment faire? Comment faire? Parce qu'en fait, lorsqu'on a toutes ces matières, comment les faire parler? Et en fait, on se réfère à ce que Michel Claudveil s'appelait les sciences dures, non pas en opposition aux sciences molles, qui sont les sciences humaines. Ça m'a toujours fait rire cette opposition. Mais en fait, on va faire appel à l'archéométrie, c'est-à-dire toute une série d'analyses, qu'elles soient microscopiques, chimiques, afin vraiment de mettre en évidence des caractérisations de ces matériaux. Alors si on s'amuse un petit peu à savoir quelles sont les méthodes qui sont utilisées, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous rassure, c'est juste pour qu'on puisse observer que selon les différents matériaux, on voit que la première étape, c'est l'observation macroscopique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit à l'œil nu. Parce qu'avant tout, l'archéologue doit savoir observer, savoir regarder, et à partir de là, se poser des questions. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Et quelle est la bonne méthode chimique, minéralogique, pétrographique, qui va faire qu'on va avoir de la donnée qu'on pourra exploiter pour comprendre d'où vient cette matière première. Alors moi, je vous propose d'organiser cette présentation autour de 3 grandes parties. Tout d'abord, les matières premières d'origine locale, ce que j'ai appelé le circuit court, c'est-à-dire que la matière provient de l'environnement proche de l'habitat, moins de 10 km. Dans ce cadre-là, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est une gestion intracommunauté, c'est-à-dire que c'est la communauté qui se débrouille pour récupérer ces matières premières. Et il n'y a pas de valeur marchande à proprement parler. Deuxième partie, un circuit intermédiaire avec des provenances régionales, donc à l'échelle de la Corse, où la matière provient d'un environnement supérieur à 10 km. Il peut y avoir au moins un intermédiaire. Donc on est dans une gestion qui est hors communauté, hors de l'habitat, et la valeur marchande est possible. Enfin, troisième partie, un circuit long qui touche la Méditerranée, où là on est véritablement dans un environnement donc extérieur à la région, avec plusieurs intermédiaires. Nous sommes dans un circuit en réseau, avec une valeur marchande qui est pratiquement sûre. Alors, la première partie, le circuit court. Alors je vais ouvrir un petit peu le bal avec les travaux que j'ai menés avec Marie-Madeleine Ottaviani-Spé de l'Université de Corse et Elisabeth Pereira, également à l'IUT de Corse. Dans le cadre de mes travaux, j'avais mis en évidence, je vais travailler sur les matières premières argileuses. On ne parle pas d'argile, parce que ce n'est pas de l'argile au sens géologique du terme, c'est des matières argileuses. En fait, on s'est rendu compte de quelque chose qui nous a surpris que moyennement, c'est-à-dire qu'en fait, majoritairement, les matériaux argileux proviennent de l'environnement local, proche de l'habitat. Donc on a des ressources qui sont proches. Donc moins de 10 km. Mais ce qui nous a un peu plus surpris, c'est en fait la variation de ces matières argileuses. En fait, on n'a pas une matière argileuse qui a servi à faire tous les vases. On en a plusieurs par période
j'ai travaillé sur le néolithique ancien, moyen, donc 6e, 5e millénaire, et on voit qu'à chaque fois, on n'a pas quelque chose d'homogène, qu'on n'a pas quelque chose on va dire, un seul modèle. On a plusieurs types d'argile qui ont été utilisés. Et cette variété, eh bien, on l'a attribuée en fait à des prélèvements qui se sont succédés en fonction des générations, et voir également des filons qui peuvent s'épuiser. On s'est rendu compte également qu'il y avait des choix spécifiques en fonction des périodes. Et notamment, je parle toujours des matières premières argileuses locales. On s'est rendu compte notamment au néolithique moyen, donc nous sommes au 5e millénaire, sur des sites comme Araguinacé-Nola, qui est un site à Bonifacio. On s'est rendu compte de l'emploi volontaire d'une matière vitreuse. C'est ce que vous avez ici, c'est-à-dire des matériaux avec des écharpes de verre qui sont vraiment une signature bien particulière et qui se trouvent dans un environnement donc, inférieur à 10 km. Donc à ce moment-là, il y a vraiment une volonté de réaliser des vases avec cette matière. Alors ça reste quand même minoritaire, mais ça reflète bien certains déplacements et le choix d'utilisation de ces matériaux vitreux ici en l'occurrence. Autre élément intéressant, il s'agit du site du Montéréville, fouillé par Franck Léandre, site mégalithique de toute importance, où il a été retrouvé à la fois des structures d'habitat et des structures funéraires. Et là aussi, une fois de plus, des matériaux argileux locaux, mais avec une gestion bien spécifique, où on n'a pas utilisé les mêmes matières premières pour les contextes d'habitat et les contextes sépulcraux. Donc là aussi, on a vraiment l'impression qu'il y a des choix volontaires en fonction de la destination finale de ces matériaux. Notamment ici au Montéréville, où pour le contexte funéraire, on a eu le choix d'un matériau métamorphique, donc ces matériaux qui proviennent des contextes des schistes lustrés, où en fait on a un rendu bien particulier de ces vases, avec un toucher vraiment spécifique, très doux, avec une pâte un petit peu brillante. Est-ce que là aussi l'aspect, on va dire, visuel a eu une importance? C'est des questions qu'on peut se poser. En tout cas, il y a une réalité archéologique qui se dégage. Autre élément intéressant dans les matériaux argileux, c'est le rajout de chamotte. Alors, qu'est-ce que la chamotte? Ce n'est pas la femelle du chameau, c'est en fait de l'argile cuite qui est pilée, c'est ce que vous avez ici à droite, et qui est rajoutée volontairement en tant que dégraissant, c'est-à-dire que ça a vraiment une valeur, c'est quelque chose de volontaire, et qu'on a repéré aussi bien dans les collections anciennes, du néolithique ancien, dans des proportions relativement intéressantes, on voit les pourcentages affichés. Et lors de la reprise des travaux sur des collections un peu plus récentes, de l'âge du bronze et de l'âge du fer, nous sommes au 2e, 1er millénaire avant notre ère, on se rend compte qu'également, à Icastede et à Bustan, sur ces deux sites, on retrouve également des matériaux où on a rajouté de la chamotte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses, je pense. Soit c'est seulement un marqueur culturel d'identification très fort, on rajoute volontairement cette chamotte parce que ça a du sens. Et c'est peut-être aussi un critère technique qui a peut-être une notion utilitaire. En tout cas, c'est quelque chose que l'on retrouve également même sur des collections en dehors de la France. Nous avons réalisé en 2020, pour la première fois en Corse, une étude pétrographique sur les terres à bâtir. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous parlais des habitations et de ces terres, la terre qui a été projetée pour pouvoir fermer la maison, on va faire des cloisons. Et en 2020, nous avons réalisé donc plusieurs lames-masses sur ces matériaux. Alors c'est un site d'Icastede, donc c'est sur une occupation de l'âge du bronze et de l'âge du fer. Et en fait, bon là aussi, une fois de plus, c'est local, effectivement. Récupérer de la terre à bâtir, on va aller chercher très loin, c'est lourd, c'est encombrant, donc effectivement, tout ça est très très logique. Mais ce qu'on s'est rendu compte, notamment à l'âge du bronze, c'est qu'on avait la même préparation argileuse, aussi bien pour les vases que pour la terre à bâtir. Jusqu'à présent, on ne pouvait même pas imaginer ce genre de choses. La terre à bâtir, c'est vraiment de la terre qui est très chargée en minéraux, on va y rajouter des végétaux pour que ce soit bien solide, pour que ce torchis soit vraiment efficace. Et à aucun moment, on pensait qu'il y aurait pu avoir la même préparation, je dirais. Et en fait, on a retrouvé pour l'âge du bronze
exactement les mêmes lames minces, avec même de la chamotte intégrée à l'intérieur. Il n'y a aucune raison qu'on rajoute de la chamotte pour faire du torchis. Et par contre, à l'âge du fer, on a une terre à bâtir qui reflétait plus ce qu'on attendait, c'est-à-dire des matériaux voilà, plus grossiers, une matrice argileuse peu visible, et donc on voit bien qu'on a affaire à deux gestions différentes de ces matériaux. Alors, on va présenter les travaux de Laura Mank, qui a travaillé sur les matières dures animales. Alors, ici aussi, on a affaire à un circuit court, où en fait on va exploiter des animaux qui sont élevés ou chassés, donc dans l'environnement direct, je dirais, des communautés. Il y a quelques contraintes qui sont à soulever, notamment des contraintes dues au moment de l'abattage et aux parties anatomiques qui vont être choisies et du résultat de la chasse. Donc en fonction de ces éléments-là, eh bien, il va y avoir un process technique. En fait, il va y avoir une sélection des espèces et des parties anatomiques qui vont se prêter à la réalisation d'objets. Il va y avoir un débitage par bipartition, c'est-à-dire qu'en fait, on va débiter longitudinalement l'ossement pour après le tronçonner et en faire le support voulu, avec un façonnage par abrasion. Au niveau de l'exploitation des ressources marines, pour réaliser différents types d'outillage, on voit également un environnement proche qui a été exploité ou peu éloigné de l'habitat. Bien évidemment, toujours les contraintes des coquillages qui vont être ramassés et donc une adaptabilité de ces supports-là pour en faire les outils qu'on souhaite réaliser. On présente les travaux de Nadia Méziane-Finerzon, qui a travaillé dans le cadre de sa thèse avec Marie-Madeleine Taviani-Spel sur la provenance de la rhyolite. La rhyolite est une roche éruptive volcanique dont plusieurs sources sont mentionnées en Corse, notamment dans le quart nord-ouest, le plateau de Stagne, le plateau d'Ax et également le plateau de Bastille dans le sud. Nadia a pu travailler sur le plateau d'Ax, un site fabuleux, extraordinaire, qui est à la fois un site d'extraction depuis le débitage grossier jusqu'à la réalisation de pointes de flèche, que vous pouvez voir ici, qui est la partie active, je dirais, de la flèche, qui est emmanchée. Parallèlement, sur ce site, outre le site d'exploitation, il y a également un habitat. Donc on est véritablement dans un lieu en hauteur de montagne où une communauté, plusieurs communautés vont, on va dire, exploiter, s'installer pour ensuite pouvoir faire une diffusion au niveau régional. On va en parler dans un peu de temps. Et il est intéressant également de mentionner les travaux du Monti Barbate, où on a une exploitation locale à 94% de cette rhyolite du plateau de Bastille, avec 6% qui viennent d'ailleurs, notamment du Cinto. Donc ceci nous amène à notre deuxième point, donc les circuits régionaux, où en fait la rhyolite va faire l'objet d'un véritable transport. À partir donc, de cette aire de diffusion du plateau de Stagne, dans le massif du Cinto, où en fait une catégorie en particulier de rhyolite, qui est de couleur noire, va être diffusée aussi bien en Balagne, notamment à Pétre, sur le site de Strait, mais sur ces sites, le déplacement de ce support va se faire par le biais de nucléus. Un nucléus, qu'est-ce que c'est? C'est un gros bloc de roche qui est prêt à être débité pour en faire de l'outillage. Mais ce que Nadia a mis en évidence, c'est que les sites qui sont un peu plus éloignés, les sites du Cap, eh bien, il ne va pas y avoir de support pour le débitage. Il va y avoir directement des outils. Donc ça veut dire que vraisemblablement, il y a un intermédiaire qui va apporter des outils directement façonnés pour ces sites, ces habitats du Cap Corse. On est véritablement en présence d'un même réseau de diffusion avec un choix volontaire d'une catégorie de rhyolite, en l'occurrence cette catégorie qui est de couleur noire.
Les travaux d'Arthur Leck sur la rhyolite d'Icastède, on laisse le néolithique, on revient un petit peu à la protohistoire, nous montrent qu'on a une très très grande diffusion également à cette période. Alors, la protohistoire, Pascal en parlera demain, notamment sur les réseaux de diffusion des objets métalliques, ou la production. Dans ces périodes de la protohistoire, l'apparition de l'outillage métallique, avec cette apparition-là, on aurait eu tendance à penser que l'outillage lithique va disparaître. La fouille d'Icastède nous montre que non. La fouille d'Icastède nous montre qu'on a toujours de la rhyolite qui est exploitée, avec 25 sources différentes, ce qui est assez impressionnant comme diversité, et ce qui implique une forte mobilité des communautés sur ce territoire de montagne. Au niveau régional, l'étude qui avait été faite sur les matériaux argileux nous montre que malgré la présence récurrente des matériaux locaux, il y a quelques éléments, quelques productions céramiques qui ne sont pas du contexte local. Il s'agit en fait de vases qui sont faits avec une matière métamorphique. On en parlait tout à l'heure. Une matière métamorphique qui est originaire en fait de toute la Corse alpine, qui est dans ce large quart nord-est. Et donc en fait, on voit ici qu'on a quelques pourcentages, on a quelques récipients, c'est-à-dire c'est 1 ou 2 récipients qui sont originaires, qui sont faits avec cette matière qui est exotique, un petit peu, qui est complètement exogène, et avec des distances qui s'échelonnent entre 10 jusqu'à 120 km pour certains sites. Donc on est en mesure de se demander qu'est-ce qui voyage, est-ce que ce sont les matériaux argileux, les récipients, la valeur intrinsèque même du récipient, c'est-à-dire qu'est-ce que ce sont des matières premières, de la nourriture qui vient de ce quart nord-est et qui ensuite est diffusée, et on laisserait le vase exotique comme on laisserait aujourd'hui un sac plastique, une cagette ou un carton. Les travaux d'Antonin Colonne sur les roches tenaces, ce qu'on appelle communément les roches vertes, qui ont permis de faire cet outillage poli, les haches, les herminettes. En fait, ces éléments-là, les travaux qui ont été menés, montrent en fait une composition qui nous révèle la présence de jadéite, de lophanite, d'éclogite ou d'omphacitite. En fait, ce type de matière première, en fait, est extrait d'une zone de prélèvement qui est l'unité de Mortée d'Affarine, qui se trouve dans le Cap Corse, mais également une zone qui s'échelonne, qui s'étale, on va dire, sur la côte orientale. Donc nous sommes, on va dire, un petit peu avec cette zone de prélèvement et la localisation des sites qui ont été étudiés, à la fois dans des contextes à la frange, je dirais, entre le circuit court et le circuit intermédiaire, puisqu'il est difficile de localiser précisément l'endroit qui a été prélevé. Pour les roches tenaces, au niveau des travaux, toujours des haches, des travaux de, je ne sais plus son prénom, M. Herrera, nous montrent en fait que nous avons à la fois des roches locales, mais également des roches peut-être qui viennent de l'extérieur. Donc les travaux montrent qu'on a peut-être une origine alpine, mais les publications mentionnent qu'il y aurait encore des investigations à faire pour affiner cette provenance qui pourrait être extérieure. Donc on enchaîne avec les circuits longs. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la préhistoire, notamment au Néolithique ancien et moyen, 6e, 5e millénaire à peu près, nous sommes en présence, dans les collections taillées, de présence de silex. Le silex, il n'y a pas de silex en Corse de bonne qualité permettant d'être taillé. Et les travaux de Céline Bossidéandre nous indiquent en fait une provenance en Sardaigne, à Perfougas et à Montifer, voire en Italie continentale pour le site de la Guaita dans la Corse. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui est transporté.
On se rend compte qu'au néolithique ancien, ce sont des plaquettes brutes, prêtes à être débitées sur place, encore qui sont utilisées. Contrairement au néolithique moyen, où ce sont des éclats ou des outils qui arrivent directement. Donc la question est de savoir, là aussi, est-ce qu'on n'est pas en présence de colporteurs spécifiques, déjà bien spécialisés, qui vont apporter de la matière première déjà travaillée, prête à l'emploi, en quelque sorte. L'obsidienne est une matière lithique également très employée à la préhistoire. L'obsidienne est une roche vitreuse volcanique. C'est des travaux notamment de François-Xavier Le Bourdonnec, qui travaille avec plusieurs chercheurs. Les travaux de Félix Le Bourdonnec nous montrent en fait, et ses prédécesseurs avant, en fait nous avons 4 îles sources d'où provient cette obsidienne. L'île de Ly, Paris, Palmarol, Pantellerie et la Sardaigne. Et notamment pour la Sardaigne, 4 types qui ont été très bien identifiés au Monte Arci. Alors les travaux de Félix Le Bourdonnec et son équipe, voilà ici la localisation des différents gisements. 10 minutes. 15. Les différents travaux, je ne rentre pas dans le détail parce que des différents résultats. Mais par contre, je vais m'attarder un tout petit peu sur cette diapositive. En fait, on se rend compte que depuis le néolithique jusqu'à l'âge du fer, donc on a certaines sources du Monte Arci qui sont particulièrement sélectionnées. On voit que les îles de Ly, Paris et Palmarol sont vraiment marginales. C'est vraiment des présences très faibles. Par contre, on se rend compte que la source SC est majoritaire pour toutes les périodes, SB2 également et SA selon les périodes. Une fois de plus, que ce soit de la rhyolite, que ce soit du silex, et ici, à nouveau, l'obsidienne, on se rend compte que ce sont certains éléments qui vont se déplacer. Au néolithique ancien, au 6e millénaire, on se rend compte en fait que ce sont de petits blocs qui vont se déplacer et on va débiter, on va donc réaliser des outils sur place, sur les sites en Corse. Ça change au néolithique moyen, comme pour le silex, où en fait on a la présence, on ressent en fait que les outils arrivent déjà faits, d'où cette question de savoir est-ce qu'il y a des artisans spécialisés qui apportent directement les outils. Au néolithique récent, les travaux ont mis en évidence d'importants ateliers qui existent directement en Sardaigne, avec la production de nucléus que vous avez ici, déjà préformés et prêts à être débités. Enfin, pour la proto-histoire, nous sommes au 2e millénaire, on se rend compte que donc, on a un type majoritaire, SC exclusivement, et avec le remploi d'obsidiennes anciennes qui a été récupérées. Je voudrais terminer donc cette présentation des différents matériaux avec le verre. Les parures en verre que l'on retrouve au 2e âge du fer, nous sommes aux alentours du 3e, 2e siècle avant notre ère, nous montrent en fait une grande diversité de parures, annulaires notamment, et les travaux de Bernard Cantus, on a un référentiel qui est assez, maintenant qui est bien mis en place, je dirais. On a des productions qui viennent de la côte levantine, donc du Proche-Orient, et également des verres égyptiens. Des choses qui sont bien identifiées. Et Bernard Cantus a travaillé, il travaille pratiquement sur tous les parures en verre de Corse, et il a mis en évidence, notamment sur des sites que je fouille dans la vallée de la Gravonne, il a mis en évidence quelques éléments qui ont une teneur en magnésie très forte, entre 1 et 1,5%, alors que le reste de la production, vous voyez, a des pourcentages beaucoup plus faibles. Et en fait, ce fort pourcentage de magnésie, en fait, il a mis sur la piste de blocs de verre qui ont été retrouvés dans une épave au large des côtes varoises, qui s'appelle l'épave de Lequin II, qui est ici,
qui présente également une spécificité dans sa composition chimique, avec également un fort pourcentage de magnésie. Vous voyez un peu où je veux en venir, on est véritablement dans un réseau où l'accord s'est parfaitement intégré. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux sites qui ont fait l'objet de cette analyse, Montidiator et Ecastet, qui sont distants d'une dizaine de kilomètres dans cette vallée de la Gravonne, eh bien, connaissent les mêmes réseaux de diffusion. Donc on est dans quelque chose qui est très 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 complexe, avec, vous voyez, un itinéraire commercial qui part de la côte levantine et qui va parcourir plusieurs centaines de kilomètres au sein de la Méditerranée, avec la diffusion de blocs de verre brut et vraisemblablement la présence d'ateliers secondaires pour transformer les blocs bruts en parure. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé ces ateliers secondaires. Je pense qu'on ne sait pas les voir, qu'on ne les a pas identifiés, que ce soit en Corse ou ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'accord s'est parfaitement intégré dans ce réseau commercial et que la vallée de la Gravonne, en tout cas, subit les mêmes échanges. Donc, conclusion, quelle finalité de ce travail en fait? Avant toute chose, toutes ces analyses permettent de constituer véritablement des référentiels. C'est important de savoir, de partir à un moment donné, de partir d'informations que l'on va classifier, qu'on va classer afin de constituer référentiels, des lithothèques. Il y en a deux actuellement à la Drague de Corse, une lithothèque du silex et de la rhyolite, des matériothèques. C'est un projet qui est en cours notamment pour les argiles, un travail qui est fait avec Elisabeth Pereira, et bien évidemment de cartographier et de classer tout ça. Ce que je vous ai présenté, ce n'est pas exhaustif, bien évidemment, il y a d'autres études qui sont en cours. Je pense notamment au travail de doctorat de Thomas Kameni, qui est originaire de Lourdes, de patrimoine d'ici, qui travaille sur tous les vestiges, les charbons, les graines, donc il va nous renseigner sur des données également en lien avec le couvercle végétal. Et Marine Lambert, qui travaille sur l'hématite, qui est un oxyde que l'on retrouve dans les contextes proto-historiques. Également les fibres amiantifères dont on a parlé notamment hier. La problématique, bien évidemment, c'est le coût, parce que les analyses coûtent cher, et également avoir des échantillonnages pertinents pour pouvoir avoir des référentiels tout aussi pertinents. Donc les trois modèles, vous les avez sous les yeux, du régional, du local, du régional jusqu'au méditerranéen. Tout ça nous invite en fait à classer un petit peu ces différents échanges en quatre grandes valeurs. Tout d'abord, la valeur utilitaire dans le cadre du quotidien de ces hommes avec une gestion directe de ces matières premières qui constituent véritablement le territoire anthropique de ces communautés. Une valeur économique certaine avec l'acquisition volontaire, on l'a vu, de silex, d'obsidienne, de roches tenaces. Ces communautés, même très anciennes, ont des besoins. Ils vont se donner les moyens d'acquérir ces matières. Donc on est véritablement dans un réseau de circulation externe qui est complètement maîtrisé. Une valeur symbolique, je pense à cette notion de pouvoir et de hiérarchie. Imaginez avoir un collier de perles qui vient du Proche-Orient, ça devait quand même avoir une sacrée signification. Avoir ces colliers de perles, c'est un petit peu comme avoir une Rolex aujourd'hui, c'est vraiment un critère d'identification très fort. C'est pas tout le monde qui pouvait acquérir ce genre de parure, en l'occurrence. Donc on est véritablement en présence d'élites qui vont marquer leur rang social en se distinguant de cette façon-là. Également une valeur culturelle, puisque, souvenez-vous, la chamotte qui est rajoutée intentionnellement, et puis également on s'identifie en possédant certains matériaux. Alors tous ces échanges, tout ce commerce, entre guillemets, moi ça m'a vraiment fait penser à Marcel Mauss, avec son essai sur le don, parce que si on reçoit, on peut le considérer comme un don, et qui dit don, pour Marcel Mauss, dit contre-don. Et je voudrais juste citer une de ses phrases. Le donneur a une forme de prestige ou d'honneur
dans le fait de savoir donner. Quant au receveur, il doit d'abord savoir recevoir et doit ensuite savoir rendre à d'autres un équivalent de ce qu'il a reçu. Tout ça pour dire que le contexte social nous échappe complètement. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des petites tablettes cunéiformes dans nos sols archéologiques pour nous permettre de savoir combien ça coûte un nucléus d'obsidienne, 3 chèvres contre un nucléus ou je ne sais quoi. Ça, on ne le sait pas, mais forcément, cette notion de recevoir, elle implique obligatoirement un échange. Également, cette citation de Jacob Bout, que je trouve aussi également intéressante, donner, ce n'est pas d'abord donner quelque chose, c'est se donner dans ce que l'on donne. Et ces réflexions sur les civilisations archaïques, je pense, peut nous aider aussi à comprendre ces questions sociales qui, nous, archéologues, nous échappent complètement. Enfin, je voudrais vous dire merci en indonésien, qui se dit terima kasih, je ne sais pas si je prononce bien, je ne pense pas, mais qui veut dire littéralement recevoir, donner, puisqu'en fait on reçoit tous les uns des autres, donc il faut savoir donner. Donc je vous ai donné un petit peu de ce que je sais, et de ce merci on répond sama sama, ce qui veut dire avec. Je trouve ça vraiment, j'ai trouvé ça sympathique. Voilà, merci beaucoup.